Bonjour à tous. Je me présente, je suis Sylvia Pinoza, je suis rédactrice en chef de Notre Temps Santé et Bien-être et je suis heureuse de vous accueillir pour ce webinaire spécial sommeil avec le docteur Flo, qui est notre chroniqueur santé et aussi médecin généraliste. Bonjour docteur Flo. Bonjour, merci de me recevoir encore une fois. Enchantée, je suis ravie de vous retrouver. Alors on va laisser encore 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez vous connecter et que notre communauté nous rejoigne. Peut-être qu'en attendant je vais juste vous présenter les deux hors-série, le magazine Notre Temps Santé qui est en kiosque en ce moment. C'est un sujet sur êtes-vous météo sensible, où on parle beaucoup de météo et de santé. Et notre hors-série sur le thermalisme et la thalasso, qui est aussi en kiosque en ce moment. Voilà. Et dès que bon, je vais peut-être commencer à vous présenter la thématique du jour. Donc, nous allons parler de sommeil. Les derniers chiffres le baromètre Santé publique France a été publié il y a moins d'un mois. Et les chiffres montraient que le sommeil des Français s'était encore dégradé. Nous dormons en moyenne 7h32 par 24 heures, sieste comprise, ce qui fait que ça dégrade un petit peu notre sommeil nocturne. Et notre sommeil est de plus en plus de mauvaise qualité. Il y a de plus en plus de petits dormeurs, c'est-à-dire de personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit. Donc il y a un Français sur 5 aujourd'hui qui dormirait moins de 6 heures par nuit. Et beaucoup se plaindraient, on est de plus en plus nombreux à se plaindre d'insomnie et de réveil nocturne, notamment, chez les femmes qui auraient entre 70 et 79 ans, où elles sont plus de 40 à se dire à déclarer avoir un très mauvais sommeil, et la moyenne des Français, c'est à peu près 33. Voilà pour les chiffres de notre baromètre santé publique sur le sommeil. Donc là, je vois que voilà, vous arrivez petit à petit. Donc je voulais vous redire que nous sommes avec le docteur Flo, qui est médecin généraliste. Vous redire que vous pouvez nous poser des questions au fur et à mesure de ce webinaire. Il y a un petit onglet questions-réponses que vous trouvez en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Il s'agit bien sûr pas d'une consultation, mais plutôt d'éclaircissement autour de ces problématiques de sommeil. On essaiera, enfin, le docteur Flo essaiera de vous répondre au plus près. Et peut-être que là, on va peut-être commencer avec la première question. Heu, Docteur Flo, dans votre cabinet, est-ce que les consultations pour un mauvais sommeil sont fréquentes? Très bonne question pour commencer. Alors, j'ai envie de vous dire oui. Et en même temps, c'est un peu normal et j'ai une réponse qui est un petit peu biaisée parce que je fais de la consultation sommeil dans mon cabinet régulièrement. Et notamment, je pratique un examen qui s'appelle la polysomnographie. On va en reparler, donc on en parlera un peu plus largement tout à l'heure. Donc forcément, j'ai forcément moins beaucoup de consultations parce que c'est aussi un sujet qui me concerne, qui me touche particulièrement, sur lequel je suis formé, sur lequel je peux faire des dépistages. Et il m'arrive très souvent d'avoir en fait des confrères autour de moi qui repèrent des problèmes de sommeil dans leur patientèle et qui m'adressent leurs patients. Donc oui, moi c'est Oui. ultra fréquent. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que je parle de sommeil à un de mes patients. Et en même temps, je suis un peu biaisé par le fait que je suis peut-être un peu surinformé et sursensibilisé sur ces sujets-là. Mais c'est super intéressant parce que les chiffres que vous avez rappelés au début, ils sont édifiants, hein, effectivement, sur le fait qu'on dorme de moins en moins bien, qu'on dorme de moins en moins longtemps. Il faut distinguer la durée du sommeil et la qualité du sommeil. On va avoir le temps de parler de tout ça. Mais c'est sûr que voilà, c'est édifiant de voir les chiffres qui ont été parus là, par Santé publique. Effectivement, ça fait peur, hein. Alors, on a lancé un petit sondage où on vous demande: «Avez-vous des problèmes de sommeil?» Donc vous êtes à peu près 68 à avoir souvent des problèmes de sommeil, 27 oui, 2 à 3 fois par semaine, et à peu près 5 rarement.
Voilà, donc Oui. vous êtes un contingent de petits dormeurs ou en tout cas de personnes qui ont des difficultés à dormir et alors on Vous a un êtes peut-être pas là pour 2e rien. voilà, donc vous êtes au bon endroit, restez avec nous. On a un 2e sondage, où, on essaye où on vous demande un petit peu, pourquoi vous dormez mal? Alors j'ai du mal à m'endormir, je me réveille dans la nuit et je suis réveillée à l'aube. Donc C'est voilà, on vous hyper propose intéressant comme sondage parce que c'est vrai que ça permet d'ouvrir sur une notion qui est hyper intéressante, c'est que les troubles du sommeil, très souvent, ce sont quand même les symptômes d'autre chose. Il peut y avoir des pathologies propres au sommeil, mais c'est plutôt à la marge. Et quand on a la majoration des troubles du sommeil qu'on observe dans notre population, c'est plus un symptôme d'autre chose. Et en général, ça se manifeste de manière différente en fonction de quoi c'est dû. Donc c'est intéressant, effectivement, ça fait partie des questions que je pose moi dans mes consultations. alors la première proposition qu'on a faite, c'est, «J'ai du mal à m'endormir». Oui. Alors, là, 24 répondent: «J'ai du mal à m'endormir». Alors, c'est quoi? Sur ce symptôme-là, que pouvez-vous dire? Alors, l'endormissement, bah, forcément, c'est une phase hyper clé sur le sommeil parce que c'est la phase d'entrée dans le sommeil et c'est une phase qui nécessite pas mal de choses, mine de rien. Il faut un environnement qui soit propice à l'endormissement. Moi, j'ai souvent tendance à dire que l'endormissement, c'est un moment de lâcher prise. Et je me demande si, enfin, je me demande, je le dis, mais je le sais, l'augmentation des troubles du sommeil qu'on observe dans notre population, forcément a un lien avec l'augmentation de la difficulté au lâcher prise. On est de plus en plus sujet à l'anxiété, au stress et à tout ce genre-là de problématiques qui peuvent venir en fait parasiter cette phase de lâcher prise dans le sommeil qu'on doit avoir. Et puis, je n'ai pas encore abordé les facteurs externes de troubles d'endormissement. Il faut savoir que pour un endormissement de bonne qualité, en fait, l'organisme requiert des conditions particulières. Il requiert des conditions de température. Il ne faut pas dormir dans une pièce qui est trop chaude parce que, en fait, au moment de l'endormissement, le corps est censé baisser sa température interne. Donc, il faut pouvoir accompagner cette baisse de température interne. Et surtout, des conditions donc de bruit, bien entendu, on le sait tous, c'est quand on a du bruit, on est dérangé et on peut avoir du mal à s'endormir à cause du bruit, et de luminosité. Et c'est surtout ça qui pêche dans nos Mmh. sociétés modernes, c'est qu'en fait, pour dormir, il faut du noir, il faut s'endormir dans le noir. Et ben là, vous voyez, j'ai un exemple parfait sur mon écran à moi. Vous voyez derrière l'extérieur, il commence à faire nuit. Et en fait, à l'intérieur, il y a une luminosité ambiante qui est maximale parce que en fait, ben, j'ai des lumières qui sont allumées, parce qu'on est devant des écrans, etc., etc. Et donc j'y viens, hein, vous me sentez arriver avec mes grands sabots sur la problématique de la lumière, qu'elle soit causée par les écrans ou qu'elle soit causée par les éclairages. Mais en fait, cette lumière-là, elle nous coupe complètement de nos signaux extérieurs et de nos signaux naturels, en fait. Je donne souvent l'exemple des poules. Les poules, quand le soleil se couche, elles se couchent. Et elles n'ont pas de problème d'endormissement. Et nous, en fait, on ne le fait plus, ça, parce qu'on a des rythmes de vie qui sont calqués sur des horaires et sur un rythme de vie qui est imposé par la société, qui ne nous permet pas de nous endormir quand il fait nuit et de nous réveiller quand il fait jour. Alors 2e cause de difficulté pour bien dormir, c'est je me réveille dans la nuit et je ne peux pas me rendormir et là, vous êtes 70 à éprouver cela. Et oui. Et là, très souvent, je pose la même question à tout le monde et j'ai souvent pas la réponse parce que les gens ne l'ont pas. C'est pourquoi est-ce que vous vous réveillez ou pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous endormir? Et là, c'est effectivement, ça devient intéressant. C'est vrai que des causes de réveil, il peut y en avoir plein. La première qui peut être évoquée, à laquelle on va penser, c'est la vessie. Quand notre vessie nous embête et qu'on a la vessie bien pleine, ben forcément, ça nous réveille parce qu'on n'a pas envie, le corps n'a pas envie de se faire pipi dessus. Il peut y avoir plusieurs causes qui font que la vessie se remplisse dans la nuit. Soit parce qu'on a trop bu la veille au soir, et d'ailleurs très régulièrement on conseille d'éviter de surconsommer des boissons trop proches de l'heure de l'endormissement, justement pour éviter d'être embêté par ça. Chez les hommes, on a la prostate qui peut causer des troubles de la vessie, où en fait on peut avoir, à cause d'une hypertrophie bénigne de prostate, on peut avoir une envie de faire pipi très fréquente et très régulière qui vous réveille plusieurs fois la nuit. Une des pathologies qu'on va largement évoquer ensemble, et je commence à en parler pour la première fois, c'est une pathologie intrinsèque au sommeil qui s'appelle l'apnée du sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil. C'est une grande cause majeure de troubles du sommeil dans notre société qui est trop largement sous-diagnostiquée. Et un des symptômes du syndrome d'apnée du sommeil, c'est justement le fait de faire pipi la nuit, donc on appelle une nicturie.
parce qu'en fait, dans les mécanismes physiologiques de l'apnée, on augmente la fabrication, la vitesse de fabrication de l'urine. Et donc la vessie se remplit beaucoup plus vite en dormant que quand on est réveillé, ce qui fait qu'on se réveille parce qu'on a envie de faire pipi et on a des vessies qui sont pleines à craquer, on n'est pas capable de tenir trop longtemps. Il peut y avoir, oui, pardon. Non, ce ne sera pas le seul symptôme de l'apnée du sommeil, mais peut-être on y Non, reviendra tout à l'heure. ouais, on va Mm, en parler des autres, mais mm. effectivement, c'est un premier symptôme de ça. Et puis, il peut y avoir d'autres causes de réveil nocturne, et notamment, je pense, alors en particulier, une population particulière avec un moment particulier de vie qui est la ménopause et les symptômes péri- et post-ménopausiques, où on peut souffrir effectivement des bouffées de chaleur et de toutes ces problématiques-là qui peuvent entraîner des réveils dans la nuit. Et après, très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est une mécanique qui est relativement implacable chez tout le monde. C'est réveil à cause d'une cause externe, que ça soit la vessie, que ça soit les bouffées de chaleur, le chat qui nous réveille, un bruit dans la rue. Et derrière, la machine qui se met en marche, le cerveau qui s'active. On vient de cumuler quelques heures de sommeil, donc on a un peu récupéré comme si on avait fait une super sieste. Et du coup, tout de suite, on pense aux problématiques du lendemain, aux problématiques de la veille, aux problématiques du moment. Et là, on arrête de s'endormir parce qu'en fait, on est bloqué par On a ce pensé. mécanisme-là. Mm. Voilà. C'est très Alors, fréquent, ça. donc la dernière proposition qui concerne 7% c'est je me réveille à l'aube. Je me réveille beaucoup trop tôt en fait. Oui, oui, oui. Alors, ça pose deux questions. La première, c'est la question du rythme, du rythme naturel, qu'on appelle le rythme circadien. À quelle heure est-ce qu'on est programmé pour s'endormir? À quelle heure est-ce qu'on est programmé pour se réveiller? Et est-ce qu'on respecte ce cycle-là ou est-ce qu'on le dérégule? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la question de est-ce que je me réveille tardivement parce que finalement, j'arrive dans un motif de réveil un petit peu similaire à celui qui aurait en milieu de nuit, mais à 2 heures du mat, je me dis là, il est 2 heures du mat, je vais pas m'endormir je vais m'endormir parce qu'en milieu de la nuit, il faut que je dorme. Et peut-être qu'à 4 heures, 5 heures, 5 heures et demie du matin, on se dit, bon, ben là, le réveil sonne dans une heure, je vais pas m'endormir maintenant parce que j'ai pas envie de me réveiller. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Quand on anticipe de manière psychologique que ça va être compliqué de s'endormir et qu'on va mettre 50 minutes à s'endormir et qu'on va s'endormir à l'heure où il faut se réveiller, parfois, on a quelque chose qui nous fait, allez hop, on se réveille et puis c'est pas grave, je commence ma journée un peu plus tôt. Mm. Parfois, c'est très difficile de se rendormir et de se réveiller 1 heure après, en pleine phase de sommeil. On va se réveiller un peu patraque, hein, et on va Complètement. traîner une sorte de fatigue un peu toute la journée. Complètement. Mais là, il y a une problématique, encore une fois, qui revient, qui est la problématique de nos rythmes de société. Et c'est vrai que moi, en tant que médecin et en tant que physiologiste, j'aurais envie de dire aux gens, en fait, il faudrait bannir les réveils. C'est-à-dire qu'il faudrait s'endormir quand on est fatigué et se réveiller quand on a suffisamment dormi. Mais le Mm. problème, c'est que cette attitude-là, elle est incompatible avec ben, la vie actuelle et courante. Donc, on peut pas conseiller ça à nos patients. Moi, quand j'ai des adolescents qui se lèvent à 6 heures du matin parce qu'ils doivent prendre le bus pour aller au lycée pour commencer les cours à 8 heures, mais en fait, j'ai envie de crier à la terre entière que c'est inhumain de faire subir ça à des adolescents qui doivent dormir entre 10 et 12 heures par nuit et qui finissent le soir à 19 heures ou 18 heures et qui doivent être le matin à 8 heures à pied d'œuvre, c'est pas possible. Mais notre société est faite comme ça, donc c'est difficile, quoi. Donc c'est à l'adolescence où on a le plus besoin de dormir, enfin la petite enfance et puis à l'adolescence où on a aussi un grand besoin de sommeil, mais le sommeil, le nombre de sommeil va bouger en fonction de son âge et les Oui. réveils nocturnes vont se faire plus fréquents à la maturité. Alors, c'est possible, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Il est très possible que, alors, alors déjà sur les rythmes de sommeil, vous avez raison. Euh, on recommande que chez les adolescents, je vais commencer chez les ados parce qu'après l'enfance et la petite enfance, ça bouge beaucoup. Chez les adolescents, on recommande entre 10 et 12 heures de sommeil par nuit. C'est des moyennes, donc ça veut dire qu'il y en a qui doivent être plus élevés, il y en a qui doivent être plus bas, mais grosso modo, on est dans ces eaux-là. À l'âge adulte, post-adolescence et adulte, en moyenne, c'est 8 heures. Donc, ça veut dire entre 7 et 9, quoi, globalement. Et après 60-65 ans, on considère qu'entre 6 et 8 heures de sommeil, ça suffit. On a un phénomène naturel dans le vieillissement du corps qui fait qu'au plus on vieillit, au moins on a besoin d'heures de sommeil. Donc, ça, c'est normal. Donc, c'est vrai que ça peut partiellement expliquer ce que vous dites sur les réveils nocturnes qui sont plus fréquents quand on prend de l'âge. Il y a aussi le fait que la vie avançant, on cumule plus d'expériences de vie, on cumule plus de sources de stress, on cumule plus de possibilités et aussi de pathologies annexes qui peuvent nous amener à avoir des réveils. On a plus fréquemment une prostate plus élevée, plus grosse, par exemple, chez un homme après 50 ans qu'à 25 ans. Donc, ça fait un risque de Mm. plus d'avoir des réveils dans la nuit, par exemple. Alors, on va peut-être reprendre la première question. C'est Fabienne qui nous dit, j'écoute des podcasts sur ma tablette pendant mes insomnies et la voix Oui. m'aide à me rendormir. Est-ce préjudiciable de mobiliser ainsi mon cerveau la nuit? Alors,
c'est toujours entre guillemets préjudiciable. Le terme est un peu fort, mais la stimulation cérébrale, quelle qu'elle soit, est forcément quelque chose qui peut devenir gênant par rapport au sommeil. Forcément. Quand le cerveau est stimulé, ben, il produit et dans le sommeil, il est censé ne pas produire, ou en tout cas produire, mais de manière interne et pas produire en réponse à des stimuli extérieurs. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est moins préjudiciable les sons que de l'image, parce que c'est vraiment l'image qui est un tueur de sommeil. Moi, ce que je conseillerais, c'est Fabienne, vous avez dit, je crois, je suis désolé, je Oui, ne la vois pas Fabienne. afficher. Ce que je Oui. conseillerais à Fabienne, c'est peut-être de régler en fait un timer sur sa tablette Mmh. pour lui demander à son podcast de s'éteindre après un certain temps, pour lui permettre de basculer dans l'endormissement, parce que parfois le podcast permet le lâcher prise qui permet d'endormir. Mais après, on a besoin que le podcast s'arrête une fois qu'on est en sommeil profond, parce que sinon, il pourrait vous sortir du sommeil au moment où les cycles du sommeil font que vous avez un sommeil qui redevient un petit peu plus léger. Donc moi, ce que je conseille en général, c'est de régler le podcast sur une vingtaine de minutes, par exemple, comme ça vous laisse une vingtaine de minutes pour vous endormir. Et si vous vous réveillez le matin en vous disant que vous n'avez pas entendu la fin du podcast et le podcast s'est arrêté, c'est que ça a été efficace, vous êtes endormi C'est avant la plutôt fin une de. bonne nouvelle. Ah, Enfin, c'est ça. pareil pour les podcasts, on va plutôt, choisir des histoires un peu, avec une voix un peu douce plutôt Oui, qu'un, un podcast d'actualité qui va nous oui, inquiéter ou faire venir un stress supplémentaire. Il faut choisir le podcast. exactement. C'est la même chose avec les livres. On a beaucoup ce réflexe avant les podcasts, on avait le réflexe livre pour s'endormir. Et en fait, le livre, c'est un outil intéressant pour s'endormir parce que ça permet de se poser, il n'y a pas de stimulation visuelle avec de la lumière, etc. Encore qu'on est clair pour lire quand même. Et surtout, selon ce qu'on lit, ben, si c'est passionnant, ben, ça peut nous laisser nous tenir éveillés toute la Mmh. nuit. Donc, ça peut être aussi un piège. Donc, effectivement, c'est important de prendre en compte. De bien choisir. On peut Oui, redire, à ce niveau maintenant, on peut reparler des écrans quand même, faire très attention, oui. heu, Le mécanisme, parce il que est bien c'est connu sur les écrans. Et d'ailleurs, ça va me permettre d'enchaîner sur une question de Maryse qui nous dit bonsoir docteur Flo, pourquoi devant la télé je m'endors très vite et je ne peux pas regarder un programme complet et sur l'écran d'ordinateur ça ne me le fait pas. Y a-t-il une différence entre l'écran télé et l'écran d'ordinateur? Merci à vous. Euh, vous m'entendez ou pas? C'est bon? oui, Oui. Du coup, pour rebondir un petit peu sur cette histoire-là, alors déjà, pourquoi est-ce que l'écran et les lumières sont mauvaises pour le sommeil? Parce que pour l'endormissement, on a besoin que le cerveau sécrète une hormone naturelle qui permet la préparation au sommeil et à l'endormissement, qui s'appelle la mélatonine. Alors la mélatonine, on en entend de plus en plus parler parce que ça devient la superstar des compléments alimentaires pour aider à dormir. Mais il faut savoir que la mélatonine, c'est une hormone que vous fabriquez naturellement, on n'a pas besoin d'en prendre de manière externe. Le cerveau est capable de la fabriquer. Pour la fabriquer, il a besoin d'être dans le noir complet. Il a besoin d'autres paramètres, mais en particulier d'être dans le noir complet. Ce qui fait que un écran, une lumière, une bougie, une LED, les réveils, là, les LED des réveils ou un petit appareil, n'importe quoi dans une pièce, peut vous bloquer votre sécrétion de mélatonine et donc rendre plus difficile votre endormissement naturel. Pourquoi devant la télé, je m'endors très vite, me dit Maryse. Très certainement que si elle s'endort très vite devant la télé, c'est parce qu'elle doit être épuisée en fait. Quand on s'endort devant la télé, c'est systématique, c'est on a lâché prise et qu'on est à un moment d'épuisement qui fait que en fait le cerveau n'arrive plus à suivre parce qu'on a certainement dépassé un train de sommeil qu'on a laissé filer et en fait on s'est fatigué, épuisé jusqu'à un moment où on lâche et où on arrête de penser et où on s'endort. La télé, souvent, c'est un objet qui nous aide, mine de rien, à arrêter de penser et à arrêter de ruminer. Ensuite, elle pose sur la question de savoir pourquoi ça ne le fait pas sur l'ordinateur. Alors, c'est intéressant de s'y intéresser. Je pense que l'impact négatif de l'écran de télé et de l'écran de l'ordinateur sont les mêmes. Encore que les écrans d'ordinateur, parfois, peuvent être plus lumineux et donc plus agressifs pour l'endormissement. Mais par contre, c'est une question aussi de contenu. Sur un ordinateur, mine de rien, on est beaucoup plus actif en règle générale parce qu'on va chercher, on va cliquer, on va faire des recherches, on fait des choses, on fait des jeux, on regarde des vidéos. C'est un processus qui est plus actif que la télévision et du coup, le cerveau se met moins facilement en pause et on s'endort moins rapidement. Mais dans tous on les l'a cas, peut-être plus plus proche notre aussi. ordinateur, il est plus proche Tout à fait. aussi. Tout à fait. Mais dans les deux cas, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise méthode pour s'endormir quoi qu'il arrive. À la fois la Ne télé ou l'ordi. D'accord, podcast, pourquoi pas, mais télé et ordi, on évite, hein. Tout ce qui génère de la lumière, en fait, c'est un Mmh. tueur de sommeil. Il faut éviter. Hein. Mmh. On Et c'est même préconise impressionnant ce d'arrêter que les vous nous dites. écrans. Voilà. On préconise d'arrêter Des les écrans 1 heure avant l'heure où on veut s'endormir. Mmh. Alors
On va peut-être parler de mélatonine. Vous l'avez Oui. déjà évoqué parce que la mélatonine, c'est vraiment de plus en plus un médicament, un complément alimentaire aussi qu'on peut prendre pour dormir. Alors que pensez-vous de la mélatonine pour nous aider à nous endormir? Alors, la mélatonine, c'est hyper intéressant quand elle est utilisée correctement. Et le problème, c'est que dans beaucoup de situations, elle est détournée. En fait, le marketing des médicaments, vous allez commencer à savoir que je n'aime pas trop le marketing autour des médicaments et des compléments alimentaires. Mais le marketing se réattribue des propriétés qui sont vraies, mais les généralise dans des situations qui ne le sont pas toujours. La mélatonine, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'hormone qui permet l'endormissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps adore la régularité et a des cycles réguliers et il est calé, entre guillemets, sur les horaires. Donc, si vous avez l'habitude de vous endormir, admettons, à 21h30, je vous donne un exemple. Ça veut dire que tous les jours à 21h30, vous allez vous endormir. Ça veut dire que votre corps, il va finir par s'habituer. Et quand il va être à peu près 20h30, 21h, il va commencer à préparer sa sécrétion de mélatonine. Sécrétion de mélatonine qui sera permise si on est dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans le noir, allongé, dans une pièce pas trop chaude, etc. Cette sécrétion de mélatonine se fait parce qu'on est dans les bonnes conditions. Je m'endors, je débute mon cycle de sommeil qui commence à 21h30 et qui durera ce qui dure. Si un jour je décale mes horaires, c'est-à-dire je ne m'endors pas à 21h30 comme j'en ai l'habitude, mais je m'endors 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tard, au début ça va me paraître compliqué. Et au bout d'un moment, mon corps va se resynchroniser sur mon nouveau rythme. Et donc il va finir par sécréter sa mélatonine à 23 heures comme c'est sa nouvelle habitude, entre guillemets. Donc ça établit le rythme de sommeil et le cycle de sommeil. La mélatonine en externe, elle va être intéressante dans les situations où on a une pathologie de ce cycle, où on a ce qu'on appelle un décalage de phase. C'est-à-dire, j'ai passé 3 semaines à m'endormir devant mon écran d'ordinateur à 3 heures du matin en regardant des vidéos et en m'empêchant de dormir. Au bout d'un moment, ma mélatonine, elle est sécrétée à 2h30 parce que mon corps, il s'adapte. Si je veux me recoucher à 22 heures, je vais jamais y arriver même si je suis épuisé parce que ma mélatonine, elle n'est pas prête à être sécrétée. Donc, ça marche pas. Je vais me mettre dans le noir et le temps que le cerveau la sécrète, je vais tourner, virer, je vais m'énerver, je vais m'agacer, je vais pas dormir. Là, ça devient intéressant de prendre de la mélatonine exogène, donc en complément alimentaire, pour recadrer son cycle un peu artificiellement et plus rapidement que ce qui se ferait naturellement. Si on le fait pas, en l'histoire de 2 à 3 semaines, le cycle finit par se recadrer tout seul. Mais ça peut être une aide. Maintenant, si votre problématique d'endormissement, c'est du stress ou de l'angoisse, ben, la mélatonine, elle va rien faire. Hein. Vous allez en prendre, ça va pas vous changer la vie. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut... Ok, oh, c'est les somnifères qui vont nous aider? Ce qui est toujours intéressant, c'est de réussir à trouver la cause, de réussir à se planter sur quelle est la cause de l'endormissement. Dans ce qu'on préconise, dans les premières prises en charge, c'est l'hygiène du sommeil. On essaye d'être neutre, naturel et de ne pas être médicamenteux. Donc, les consignes d'hygiène pour un bon endormissement, on peut se les rappeler ensemble. Il faut éviter de faire du sport trop tard le soir et surtout des sports intenses. Si on va à la salle de sport et qu'on fait du sport très intense à 21h, forcément, ça risque de décaler un peu nos horaires d'endormissement. Il faut éviter de consommer des excitants trop tard le soir. Donc, pas de café après 15-16 heures en général, sinon ça commence à porter atteinte au sommeil. Éviter les cigarettes trop tardives, le thé, voilà, toutes ces substances qui sont excitantes. Les drogues aussi, j'en parle pas. Donc ça. Il faut éviter de trop boire trop tardivement pour éviter d'être réveillé dans la nuit, on l'a dit. Avoir un environnement avec une pièce qui n'est pas trop surchauffée et donc ne pas avoir de lumière 1 heure avant l'endormissement. Déjà, simplement en commençant à mettre en place ces méthodes-là, il y a une majorité ou une grande partie des problématiques d'endormissement qui peuvent être réglées. Après, si on a d'autres problématiques derrière qui sont plus profondes, ben, c'est toujours intéressant de se fixer sur les problématiques profondes. Quand c'est de l'anxiété ou des troubles de l'humeur ou de la dépression qui sont responsables des troubles du sommeil, et ben, les psychothérapies comportementales peuvent beaucoup nous aider là-dessus. Et pareil, c'est des techniques non médicamenteuses, donc on aime bien favoriser les techniques non médicamenteuses. Si on travaille sur mon angoisse et sur pourquoi est-ce que j'ai peur d'aller m'endormir, par exemple, ben, forcément, ça pourrait me faciliter le sommeil. Une très Après, grande fatigue, ouais. oui, pardon. Une très grande fatigue peut empêcher de s'endormir aussi. Alors, généralement, on peut ressentir plus fortement une très grande fatigue quand on a du mal à s'endormir parce qu'on a le paradoxe de je suis épuisé, mais je n'arrive pas à dormir. Mm. Donc, en général, quand on est fatigué, on s'endort. Si on s'écoute et qu'on est dans les bonnes conditions. Une très grande fatigue ça devrait pas être compliqué de s'endormir avec une très grande fatigue. Sauf si on a vraiment des paramètres, notamment extérieurs, qui nous empêchent complètement de nous endormir ou qui nous bloquent. Donc, parfois, l'anxiété et l'angoisse est plus forte que la fatigue intense.
Parfois, la lumière est plus forte que la fatigue, et donc il faut réussir à trouver ces paramètres qui interfèrent là-dessus. Alors, les somnifères, c'était ça? Oui, Quand on a épuisé ok. le tout. Alors, les somnifères, bon, c'est un sujet qui est assez complexe et paradoxalement, c'est un sujet que quand on fait de la médecine du sommeil, on n'aime pas beaucoup le somnifère. Alors que on a l'idée préconçue que tu as une insomnie, prends un somnifère. Et que si tu vas chez ton médecin pour une insomnie, il va te prescrire un somnifère. Ça peut être peut-être une réponse facile, mais c'est pas une réponse qui est si simple que ça, parce qu'au final, le somnifère, il a plein de problématiques. La première, c'est qu'il perturbe la qualité du sommeil. Et qu'on ne parle pas que de temps de sommeil et de nombre d'heures de sommeil, mais on parle aussi de qualité du sommeil. Le somnifère, il va perturber la qualité du sommeil. Il diminue le sommeil paradoxal, c'est un sommeil qui n'est pas un sommeil vraiment réparateur. C'est un peu comme ceux qui ont expérimenté les sommeils sous l'emprise de l'alcool, les sommeils alcoolisés. Quand on a bu un petit peu, un coup de trop le soir et qu'on s'endort parce que l'alcool nous endort, on sent qu'on n'a pas eu un sommeil de très bonne qualité. Quand on se réveille le matin, on n'a pas un sommeil qui a été réparateur. Le somnifère, il a à peu près la même action. Après, il existe différents types de molécules. Euh, les somnifères qu'on connaît le plus, ça fait partie de la classe des molécules qu'on appelle les benzodiazépines, celles qui sont beaucoup Mmh. prescrites. Et c'est celles-ci qui perturbent le sommeil et qui, en plus de ça, ont la fâcheuse tendance à rendre dépendant. Et pour ça, on les aime vraiment, vraiment de moins en moins, ces molécules-là, parce que il suffit de quelques jours à quelques semaines de prise régulière pour ne plus réussir à les arrêter, alors même qu'ils ne font plus d'efficacité. Ils sont plus efficaces, mais on peut plus les arrêter parce que si on les arrête, c'est l'enfer. Donc c'est vrai qu'on les aime de moins en moins ceux-là et on essaye de plus en plus de les faire arrêter à tout le monde. Alors, on va prendre quelques questions. Alors, dans le chat, il y avait une question autour de la sieste. Faut-il Oui. faire des siestes quand on a des troubles du sommeil? Alors, c'est intéressant la question des siestes. Ça mériterait de développer la question des troubles du sommeil. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne fera pas de diagnostic ici, donc on ne va pas rentrer dans tous les types de troubles, etc. La sieste, c'est un outil qui peut être très intéressant quand elle est bien maîtrisée. Euh, il est préconisé de faire des siestes relativement courtes, on dit à peu près une vingtaine de minutes. Il y a des sociétés autres que la nôtre, je pense notamment aux Japonais, qui ont la culture de la sieste, c'est-à-dire faites une sieste dans la journée, c'est institutionnalisé dans les entreprises, il y a des coins qui sont dédiés pour pouvoir faire une sieste parce que ça permet de repartir, etc., etc. En pratique, si on arrive à avoir un sommeil de bonne qualité et de bonne durée, on est censé pouvoir tenir une journée sans avoir besoin de faire une sieste. Euh, la sieste, elle fait souvent appel à une dette de sommeil ou à une pression de sommeil qui peut arriver en journée. Après, ça peut être un rythme. Il y a certaines personnes qui ont ce rythme-là d'avoir des nuits un petit peu courtes et des siestes réparatrices en journée pour pouvoir tenir le coup. Et je vais toujours préférer une personne qui a ce rythme habituel et puis qui se rattrape avec sa sieste et puis qui finit par avoir son nombre d'heures à peu près pas mal et avoir un confort de vie comme ça, plutôt qu'une personne qui va lutter, ne pas vouloir faire de sieste et en fait être en dette de sommeil en permanence. La durée d'une sieste, faut pas qu'elle soit trop longue. Ouais, classiquement, on dit une vingtaine de minutes, c'est bien. Après, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Si vous avez besoin de dormir plus que ça, ou si 20 minutes ne vous suffit pas, c'est peut-être que effectivement la dette de sommeil est très très forte et peut-être qu'il faut revoir aussi la qualité des nuits ou la durée des nuits. Mmh. Alors, on continue avec les questions. Edith Oui. qui demande: «Qu'est-ce qu'un sommeil de qualité?» Est-ce qu'un sommeil de et alors Ah, je rajouterais: «Est-ce qu'un sommeil de qualité se mesure à un réveil de bonne humeur ou sans fatigue?» alors, oui en partie, pas toujours, mais oui en partie, sans fatigue, oui. Réveil de bonne humeur, pas forcément, parce que selon le cycle de réveil, quand on a été réveillé au milieu d'un cycle, même si on a bien dormi, ça peut être parfois désagréable le réveil si c'est pas si c'est pas au bon moment. Mais oui, un sommeil de bonne qualité, c'est un sommeil qui répond à une organisation et à des cycles de sommeil qui sont bien stéréotypés, qui sont constants et qui sont ce qui est attendu entre guillemets. Il existe plusieurs stades de sommeil quand on dort. Ça, on le visualise très bien dans des enregistrements qu'on appelle les somnographies. Donc, quand on mesure l'activité électrique du cerveau, on enregistre des stades de sommeil. Il y a un premier stade de sommeil qui est le stade d'entrée de phase de sommeil, le stade qu'on appelle N1 ou N2, c'est du sommeil dit léger ou superficiel, qui est en fait un sommeil d'entrée de stade. Il y a un deuxième stade de sommeil ensuite qui est le sommeil dit profond, dit N3, le sommeil lent profond.
Et ensuite, on a un stade de sommeil qu'on appelle un sommeil paradoxal, ou qu'on appelle le sommeil REM, pour Rapid Eye Movement, parce qu'on a les yeux qui bougent dans tous les sens, et qui est le sommeil de fin de cycle. Et en fait, un cycle caractéristique de sommeil, c'est une entrée en stade léger, un sommeil profond et un sommeil paradoxal. Et ça boucle un cycle de sommeil. Un cycle de sommeil est censé durer entre 1 heure et 1 h 20 chez un adulte. Et un adulte est censé enchaîner ses cycles de sommeil au cours de la nuit pour en avoir entre 4 et 6. Et en fait, les cycles ne sont pas symétriques. C'est-à-dire que les cycles de sommeil d'entrée de nuit, de début de nuit, vont être plus riches en sommeil profond, qui va être du sommeil qui va être plus réparateur d'un point de vue physique. Et les cycles de sommeil de fin de nuit vont être plus riches en sommeil paradoxal, qui va être un sommeil plus réparateur d'un point de vue émotionnel et psychologique. Et un sommeil de bonne qualité, c'est un sommeil suffisamment long, avec suffisamment de cycles, et avec des cycles suffisamment bien organisés, sans trop de réveil. Et effectivement, comme vous dites, comment est-ce qu'on dose si le sommeil est de bonne qualité? Ben, c'est si on se réveille et qu'on n'est pas fatigué, qu'on a l'impression de bien reposer. Les signes de Alors, dette de sommeil, c'est ceux-là qu'on va oui. détecter pour savoir si on manque de sommeil ou pas. Globalement, c'est la fatigue au réveil dès le matin, c'est la somnolence dans la journée. Si je m'assois et que je pique du nez, il y a une question qui a été posée comme ça. Sitôt assis, mon mari âgé de 65 ans s'endort. Mmh. Si ça arrive systématiquement à n'importe quelle heure de la journée, dans n'importe quelle circonstance, c'est un signe qui peut faire évoquer une dette de sommeil. Le corps se pose, il a envie de rattraper son sommeil parce qu'il lui en manque. Donc ça, c'est un signe, la somnolence et l'hypersomnolence diurne. On a la tension qui peut augmenter quand on a des troubles de sommeil et quand on a un sommeil de mauvaise qualité. On a la vigilance qui baisse. Et après, sur le long terme, ça entraîne des troubles beaucoup plus complexes et beaucoup plus chroniques. Des troubles de la mémoire, ça peut favoriser le développement de l'Alzheimer, ça favorise l'obésité, de mal dormir, ça favorise le diabète. Ça a des conséquences métaboliques absolument sur tout le corps humain. C'est assez, effectivement, ça peut être assez désastreux. Et il y avait une question justement, pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face au sommeil? Qu'est-ce Parce qu'on qui n'a pas tous la même génétique. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec la question qui a été posée, c'est certains ont besoin de dormir 10 heures et d'autres peuvent dormir 4 ou 5 heures. 4 ou 5 heures, c'est jamais bon pour personne. Il y a des gens D'accord. qui arrivent à compenser suffisamment pendant un temps plus ou moins long en ne dormant que 4 ou 5 heures. Mais toutes les études sont formelles. Quand on dort moins de 6 heures par nuit, on a tous et de manière universelle des retentissements sur notre vie, sur notre santé, sur notre bien-être. Vraiment, vous avez parlé tout à l'heure, dans vos chiffres, du nombre de personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit. Mmh. Et c'est pas pour rien que vous avez dit 6 heures par nuit, parce que les études ont prouvé qu'en dessous de 6 heures par nuit, de manière répétée, on a un impact négatif sur sa santé et on se met en danger. Et cette mise en danger, elle peut aller jusqu'à des risques cardiovasculaires qui peuvent aller jusqu'à des infarctus et des AVC. Ça peut causer le décès de mal dormir. Donc, C'est un Français sur 5. Mmh. voilà. Mais personne ne peut se contenter de dormir 4 ou 5 heures. Par contre, il y a des gens qui le font depuis longtemps et qui s'adaptent avec des organismes qui essayent de trouver des manières de s'adapter. Mais souvent, ce sont des gens qui bâillent beaucoup, qui somnolent, qui ont des cernes, qui sont manifestement pas confortables dans leur vie diurne parce qu'ils manquent de sommeil. Alors si on reprend une question, il y a la question de France qui Oui, parle, du sevrage de somnifères, en fait. Peut-être qu'on peut en redire un mot? oui, ça a coupé un petit peu, mais c'est la question sur le zolpidem, c'est ça? Oui, sur les somnifères, je n'arrive pas à m'en passer. Comment Oui. faire? Comment on fait un sevrage pour les somnifères? Comment Eh ben, qui va nous aider? oui, le médecin peut vous aider à faire ça, les addictologues peuvent vous aider à faire ça. Le caractère vicieux des dépendances aux somnifères, c'est qu'il n'y a pas de notion de ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une envie irrépressible d'aller consommer un somnifère, comme on peut avoir une envie irrépressible d'aller fumer une cigarette. Quand on Mmh. se dit passer de sa cigarette parce que sinon on n'est pas bien, on comprend bien qu'on est addict. Quand on se dit juste, non, mais je prends mon somnifère parce que si je le prends pas, je dors pas, ben, ça fait du sens en fait. Si je dors pas, j'ai besoin de dormir, donc je le prends. Et on ne se rend pas forcément compte que c'est de l'addiction. Mais en fait, ça fonctionne de la même manière que d'autres mécanismes d'addiction. Il faut y aller progressivement, il faut y aller pas à pas, il faut être accompagné. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est une étape et une épreuve qui est relativement rentable sur le long terme, parce que vraiment, sur le long terme, ces somnifères-là, ils ont des conséquences néfastes. Il faut en parler Alors à son. on continue avec les questions. Y a-t-il des aliments à éviter, heu, le Oui, soir avant de se coucher? Et combien de oui. temps après dîner est-il conseillé de se coucher? Alors, il faut éviter, c'est sûr, l'alcool.
Premier aliment à Ouais, éviter, j'en ai un parlé déjà. accident. Mmh. En réalité, il faut éviter l'alimentation trop riche. Et c'est vrai que c'est un peu contre-productif et contre-intuitif parce que parfois on se dit quand j'ai bien mangé, j'ai bien dormir. Alors oui, c'est vrai, quand on a bien mangé, on va bien dormir, mais quand on a bien mangé, c'est-à-dire quand on a mangé équilibré, normal, suffisant et pas trop mangé. Si vous mangez trop riche, trop gras, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, en fait, vous allez solliciter un effort important au niveau de votre tube digestif et vous allez fabriquer de la chaleur. Et cette chaleur, elle va être complètement contraire aux conditions dont on a évoqué tout à l'heure de baisse de température corporelle pour l'endormissement, entre autres. Donc, euh, éviter de manger trop riche, éviter de manger trop, de boire trop alcoolisé, éviter de boire trop grande Trop quantité de juste temps? avant l'endormissement, on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Et combien de temps après le dîner est-il conseillé de se coucher? Alors, ce qui est conseillé, là où je suis un peu gêné pour la réponse, c'est que c'est toujours pareil. J'ai ma réponse naturelle physiologique dans la tête et j'ai ma réponse sociétale. Si je fais ma réponse naturelle physiologique, je vais vous dire mangez quand vous avez faim et dormez quand vous avez sommeil. Et c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'en fait, le corps sait envoyer des signaux. Donc, quand le corps fabrique un signal de faim, ça veut dire que vous avez besoin de carburant et donc vous avez besoin de manger. Quand le corps fabrique un signal de sommeil, ça veut dire que vous avez besoin de dormir. Maintenant, si vous avez faim à 15h30 en plein milieu de la réunion de presse avec je ne sais qui, ben, vous ne pouvez pas forcément toujours manger. Et si vous avez sommeil à 16h30 dans le bureau de votre patron, ben, vous ne pouvez pas vous endormir tout de suite. Donc, il faut toujours faire au mieux. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse absolue à ça. Il faut essayer d'écouter au maximum ces rythmes propres. Si vous rentrez chez vous, que vous êtes épuisé, que vous êtes affamé, commencez par manger, mangez suffisamment mais pas trop, et allez vous coucher quand votre corps vous dit j'ai besoin de dormir, globalement. Alors, une question sur le ronflement. Est-il le signe d'un sommeil de mauvaise qualité? Et peut-être qu'on peut ensuite enchaîner sur l'apnée du sommeil, qui est aussi Absolument. une pathologie très fréquente et mal diagnostiquée. Oui. Alors, là où je vais répondre sur la première question sur le ronflement, c'est pas normal. Il n'est pas normal de ronfler. C'est une anomalie, le ronflement. C'est un signe pathologique de sommeil. Est-ce que c'est le signe d'un sommeil de mauvaise qualité? C'est là où je nuance un peu la réponse. Il y a des ronfleurs qui ont des sommeils de bonne qualité. Parce que le ronflement n'est pas encore trop impactant et que le corps arrive quand même à s'adapter à ce ronflement et à dormir encore de manière correcte. Donc, il y a des ronfleurs qui s'en sortent très bien, qui ronflent et qui ne sont pas gênés par ce ronflement-là. Mais la ronchopathie, le ronflement, le fait de ronfler, déjà, de base, c'est pas normal. Qu'est-ce qui fait qu'on ronfle? Quand on respire, normalement, on a de l'air qui rentre dans les voies respiratoires et qui vont jusqu'aux poumons, et de l'air qui sort des poumons et qui sort par les voies respiratoires. Quand on respire, on ne fait pas d'effort pour respirer, on respire sans y penser, et c'est pas musculairement impactant, et on ne fait pas de bruit, on respire sans bruit. Les ronfleurs, ils ont un obstacle au passage de l'air, donc l'air est gêné pour rentrer et l'air est gêné pour sortir. Ce qui se passe, c'est que comme l'air a besoin de rentrer et de sortir, le corps va utiliser les muscles accessoires pour produire un effort pour permettre à l'air de rentrer malgré la gêne qu'il ressent et pour permettre à l'air de sortir malgré la gêne qu'il ressent. Et quand cet air est forcé de rentrer et forcé de sortir, il fait vibrer les parois des voies respiratoires supérieures et c'est là où ça génère du son et donc du ronflement. C'est le même mécanisme que quand on parle, on fait vibrer les cordes vocales. En fait, l'air, quand il passe et qu'on dort, il fait vibrer les parois. Pourquoi il fait ça? Parce que quand on dort, les muscles se relâchent. Dans la bouche et dans l'arrière-bouche, on a plein de muscles. On a la langue qui est un muscle. Au niveau du voile du palais, on a des muscles. En arrière, au niveau du pharynx, en arrière de la gorge, on a aussi des muscles. Quand ces muscles se relâchent, parfois, ils peuvent obstruer le passage de l'air, réduire ce qu'on appelle la lumière et la place qu'a l'air pour passer. Et c'est là où il faut forcer pour pouvoir faire entrer l'air. Et c'est là où ça fait vibrer les parois et ça génère du son. Ça, c'est un signe précurseur à gêne au passage de l'air égale diminution du flux d'air qui rentre et du flux d'air qui sort, qui peut aller jusqu'à interruption complète du flux d'air qui rentre et Mmh. du flux d'air qui sort. Si les parois se collabent complètement, l'air n'a plus de place pour passer, on ne respire plus, et ça s'appelle une apnée. Et donc l'apnée du sommeil est considérée comme étant pathologique à partir du moment où cette durée d'apnée-là, elle va durer plus de 10 secondes. Et chez certains patients, parfois, elle dure beaucoup plus que 10 secondes. Si on fait une apnée de 2-3 secondes et que l'air rentre tout de suite, il n'y a pas de conséquence. À partir de 10 secondes d'apnée, il y a une conséquence. Il y a un deuxième mécanisme qui donne des conséquences similaires à l'apnée, c'est ce qu'on appelle l'hypopnée, c'est-à-dire la lumière est réduite, l'air a moins de place pour passer, mais il passe quand même un peu, mais pas à 100% de sa capacité.
au lieu d'avoir 100% du volume, j'ai moins de 70% du volume efficace d'air qui rentre. À partir du moment où on a moins de 70% du volume qui rentre, ça s'appelle une hypopnée. Si cette hypopnée elle dure à partir de 10 secondes et plus de 10 secondes, c'est la même conséquence pathologique que l'apnée du sommeil. C'est pour ça qu'on parle de syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Alors, comment on la détecte, l'apnée? J'espère que je vais pas trop vite parce que c'est des trucs qui sont complexes et hyper intéressants. Moi, ça me passionne, alors j'espère que je perds pas les gens en route. Comment on la détecte? Globalement, ce qui va nous donner l'idée d'aller faire un dépistage de l'apnée du sommeil, ce sont les signes de dette de sommeil. On en a parlé tout à l'heure de la dette de sommeil. Et les signes, c'est ceux que je vous ai évoqués. C'est le réveil matin fatigué. Souvent, les gens qui font de l'apnée vont vous dire, mais de toute manière, que je dorme 4 heures ou que j'en dorme 8, je suis toujours autant fatigué le matin au réveil. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que la qualité du sommeil n'est pas bonne. Même quand je double mon temps de sommeil, je suis toujours fatigué. Donc, ça veut dire que mon sommeil est moins réparateur. Ça, c'est un signe intéressant. Après, on a les gens qui ronflent. Bien entendu, c'est un signe intéressant. On a les gens qui se réveillent la nuit pour faire pipi, mais qui font des vessies pleines. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mécanisme-là? On en a parlé tout à l'heure. Quand je fais une apnée ou une hypopnée, mon cerveau, il va réagir inconsciemment à ce manque d'oxygène et pour permettre de re-respirer, il va envoyer un message chimique qui est un message à base d'adrénaline. Cette adrénaline, elle va faire contracter les muscles et réouvrir les voies respiratoires et donc l'air va repasser et on va re-respirer. C'est pour ça qu'on ne meurt jamais dans la nuit, on ne peut pas mourir d'étouffement. Et cette adrénaline, si elle est sécrétée trop régulièrement dans le sang parce qu'on fait des apnées très régulières, eh ben, elle accélère le rythme cardiaque, elle augmente la tension artérielle et elle augmente la production d'urine parce qu'elle augmente le débit sanguin. Et donc, on remplit sa vessie. Et là où dans la journée, on est capable de tenir 5 heures, 6 heures, 7 heures sans avoir besoin d'aller faire pipi, la nuit, en 2 heures, la vessie, elle est pleine à craquer, je me lève et je dois vider 2 litres d'urine. Ça, c'est un signe d'apnée du sommeil par ces mécanismes. D'accord. Comme autre signe dans Bien. la journée, la somnolence. Donc, je pique du nez dès que je m'assois sur une chaise. C'est ce que disait une auditrice tout à l'heure. Bah, ça, c'est un signe évocateur. Et le signe ultime, que nous, on prend comme acquis quand on l'a en clinique, c'est le conjoint ou la conjointe. Mmh. Il n'y a rien de plus évident que quelqu'un qui dort à côté de vous et qui vous dit bah, tu t'arrêtes de respirer pendant 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. La dernière fois, tu t'es arrêté et tu fais ça régulièrement. Bah là, comme moi, quand j'ai une conjointe qui me dit ça, je sais très bien qu'on va dépister la personne. Et généralement, il y a un arrêt respiratoire et il y a une reprise bruyante de la respiration et ça fait comme ça. Et d'un coup, ça se remet à respirer comme ça. On entend très bien ça et les conjoints de patients qui font de l'apnée, ils le décrivent très très bien. Et Alors, ça, c'est comment on va aussi. traiter comment on va la traiter, cette apnée du sommeil? Alors, On va dans un premier temps, s'équiper? oui, dans un premier temps, on va la diagnostiquer. Et pour la Mmh. diagnostiquer, on va réaliser ce qu'on appelle une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie. Donc ça, c'est les fameux examens que je pratique et dont je vous parlais tout à l'heure. La polygraphie ventilatoire, en gros, c'est un enregistrement des paramètres du sommeil. Vous dormez une nuit avec une machine qui vous enregistre. Et de cette machine, on en sort un tracé. Et de ce tracé, on fait une interprétation, nous, les médecins du sommeil. Et on sort un index qu'on appelle l'index d'apnée-hypopnée, qui est la moyenne du nombre d'apnées et d'hypopnées que vous faites par heure. Et en fonction de cet index, on définit si vous faites pas d'apnée du tout, une apnée débutante, une apnée modérée ou une apnée sévère. Et en fonction du type d'apnée que vous faites, le traitement est adapté. Il existe un premier traitement qui s'appelle une orthèse d'avancée mandibulaire. L'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est pour les apnées légères à modérées, et c'est un traitement qui consiste à mettre une orthèse sur le bas de la mâchoire pour propulser la mâchoire du bas vers l'avant, de manière à tirer la langue vers l'avant dans la nuit, et de manière à réouvrir les voies respiratoires en arrière. Si les voies respiratoires elles se referment, si on propulse la mâchoire en avant, ça réouvre, et ça laisse de la place pour l'air de passer. Et donc ça, parfois, ça traite des apnées, et ça suffit. Parfois, ça suffit pas. Et quand ça Et suffit pas, dans ce cas-là, l'orthèse, on va la porter, à vie? la nuit. Oui, alors, on la porte la nuit, et on la porte tant qu'elle fonctionne. L'inconvénient avec les orthèses, c'est que parfois, il y a des durées d'efficacité qui ne sont pas à vie. Voilà. Mais Mmh. si vous avez une orthèse qui marche pour toute la vie, bah, franchement, c'est le mieux. Vous posez votre orthèse pour dormir, vous dormez tranquillement et vous l'enlevez le matin quand vous vous réveillez et tant que ça marche, vous la gardez. Ça peut être réévalué parce que des fois, ben, on change, la mâchoire change, la configuration change et notre sommeil peut changer aussi. Quand l'orthèse ne fonctionne pas, on utilise un traitement qui s'appelle la pression positive continue, la PPC.
Et c'est ce fameux masque avec lequel dorment certaines personnes, pour ceux qui connaissent, qui font de l'apnée du sommeil. Le principe de ça, c'est d'envoyer un flux d'air dans les voies respiratoires sous pression. Ça n'envoie pas de l'oxygène, ça ne fait pas rentrer de l'air, mais ça met une pression positive de base. Au lieu de dormir avec une pression à zéro et d'avoir les voies respiratoires qui se collabent, je vais dormir avec une pression qui va être à 4, 5, 6, 8, 10, 12, ce qui va maintenir ouvertes les voies respiratoires par cette pression. Et du coup, quand l'air va passer, ben en fait, l'air va passer tranquillement parce que du coup, les voies respiratoires sont plaquées par la pression. Et donc, malgré l'atonie musculaire, j'ai quand même mes voies respiratoires ouvertes. Ça, c'est la PPC et ça se fait avec un masque, soit sur le nez, soit sur la bouche, soit les deux. Et on voit cette pression continue dans la nuit. Et est-ce que c'est des traitements qui sont difficiles à en fait, est-ce que c'est difficile d'avoir ce masque, cette orthèse tous les jours? Est-ce que c'est des qui sont Ouais. difficiles à suivre? Est-ce que c'est En soi, c'est parfois difficile à porter au début parce que le problème, c'est qu'on les met à un moment où on n'est pas endormi. On en a besoin quand on dort. Mais quand on ne dort pas, on n'en a pas besoin. Voire, ça nous mmh, gêne. Et donc, l'endormissement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça doit être un moment de lâcher prise. Et si on est gêné par un dispositif médical au moment où on s'endort, ça peut être difficile de lâcher prise. Après, par expérience, les gros apnéistes du sommeil, quand ils ont leur machine, ils dorment, et quand ils se réveillent le matin, ils sont en forme. Et en général, ils vont vous dire, moi, je ne dors plus sans ma machine, vous ne me l'enlevez pas. Sinon, voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un moment de. Généralement, c'est des histoires de réglage, c'est des petits détails qui font que, bon, bah, le masque, il me gratte un peu là, il me fait mal, c'est un truc mmh. tout. Mais moi, si j'ai un masque qui me fait mal là, mais je l'enlève, je l'arrache et je ne le prends pas. J'ai pas envie de dormir avec un truc qui me gêne là. Et ça peut être parfois tout bête de régler le problème. Donc, on s'imagine que c'est pas pour nous. Mais en fait, juste en réglant un petit détail, on arrive à trouver du confort et on arrive à porter la machine. Est-ce que ça peut gêner le partenaire? Alors, généralement, quand vous avez un ronfleur qui ronfle à 90 décibels de moyenne, le masque, en général, c'est pas pour les partenaires. Parce que ça fait maintenant un tout petit de fond. Et même parfois, ça fait même plus de bruit. Mais alors là, c'est le bonheur en général pour les partenaires. Pour le Très bien, ronfleur, donc il ne faut pas hésiter à être, à s'appareiller. Alors on reprend peut-être les questions, dans oui, je vois notre une chat. question. Alors, rêve ou cauchemar qui perturbe, oui, alors c'est Anne-Marie qui doit avoir des rêves et des cauchemars qui perturbent son sommeil. Oui, oui, c'est une très bonne question. Généralement, les rêves et les cauchemars, on en produit en permanence, tout le temps quand on dort. On s'en souvient ou on s'en souvient pas, c'est fonction généralement du moment où on se réveille. Mais le cerveau produit des rêves et des cauchemars à tous les cycles de sommeil et à tout moment. Donc, c'est quand même plutôt rare que le rêve ou le cauchemar perturbe le sommeil. Par contre, ce qui peut être vrai, c'est qu'il peut y avoir des choses dans le conscient ou dans l'inconscient qui nous perturbent, nous, et qui impactent notre sommeil, qui impactent nos rêves et nos cauchemars. Et ce sont ces choses-là, en fait, qui nous dérangent. C'est pas le fait de rêver qui va vous déranger. Ça peut être la composition du rêve, parce qu'en fait, il se due à des mécanismes inconscients. Bon, voilà, le mécanisme des rêves, il n'est pas élucidé et il ne sera probablement pas de sitôt. Mais c'est sûr que si vous avez des raisons de stresser, par exemple, dans votre journée, ça peut impacter vos rêves et vous donner la sensation que le rêve a impacté votre sommeil. Mais c'est souvent pas le rêve en lui-même qui est la problématique. Alors, une autre question, se réveiller plusieurs fois par nuit est-il un signe de mauvais sommeil? Ça dépend. Il peut être normal et physiologique d'avoir quelques réveils à droite à gauche. Ce qui est pathologique, c'est quand on a du mal à s'endormir et quand ces réveils sont trop fréquents et qui perturbent en fait le sommeil profond. Dans l'apnée du sommeil, il y a des micro-réveils à chaque fois qu'on fait une apnée. Donc, si vous en faites 30 par heure, ça fait des micro-réveils qui sont pathologiques. Maintenant, si vous avez un ou deux réveils par nuit en fin de cycle de sommeil et que vous vous rendormez rapidement et que vous rebasculez sur un cycle suivant, ça peut ne pas avoir de conséquences. La Une autre question de Jeannette, alors elle est un peu précise, mais vous allez pouvoir peut-être extrapoler docteur sur cette question-là. Dans la journée, j'ai des gros yo-yo de forme, des phases d'épuisement, perte de qui vont jusqu'à la perte, de force musculaire, alternant avec des phases normales. Est-ce que cela peut être un signe d'apnée du sommeil? Ça peut être un signe d'alerte. J'ai laissé trop peu d'éléments pour pouvoir y répondre. J'encouragerais Jeannette à en parler à son médecin euh, pour peut-être explorer, avoir plus d'interrogations et plus de questions derrière plus poussées pour pouvoir savoir si c'est nécessaire ou pas de faire un dépistage. Mais oui, il peut y avoir une situation où ça peut se manifester de cette manière.
L'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est assez sournoise et qui s'insinue de manière progressive. C'est jamais brutal. C'est pas, je faisais pas d'apnée hier et demain j'en fais. Généralement, si je commence par en faire des petites, mon corps s'adapte et puis j'en fais de plus en plus, donc mon corps s'adapte de plus en plus et puis je continue à en faire et s'adapte. Et en fait, on ne se rend pas compte. C'est un peu comme la grenouille qui est dans l'eau, qu'on monte en température et qui ne saute pas Mmh. parce qu'elle se fait brûler. Et en fait, là où on s'en rend vraiment compte, c'est quand on appareille les gens et qu'ils se rendent compte que du jour au lendemain, ils retombent à plus d'apnée du tout et ils se disent waouh, mais en fait, je dormais pas depuis des années. Donc, ça peut être des signes, mais c'est pas pathognomonique, c'est pas obligatoire, donc ça nécessite de creuser un Mmh. peu. On a plein de Alors, questions, quelques ouais, questions-réponses. à quel moment est-il préférable de faire une sieste? Après, par exemple, après le déjeuner, est-ce que tout de suite après le déjeuner, on fait la sieste ou on attend un petit quart d'heure, on fait une petite promenade avant Ouais. de se coucher pour une demi-heure, 20 minutes? Le préférable, c'est d'en faire une quand on ressent ce qu'on appelle la pression du sommeil. La pression du sommeil, c'est les yeux qui commencent à se fermer, c'est le corps qui commence à se ralentir, c'est le rythme qui commence à baisser. Contrairement à ce qu'on croit, cette pression du sommeil, elle n'est pas due à l'alimentation en milieu de journée. On a tendance à penser que c'est le fait de manger qui nous donne envie de dormir après. En fait, c'est pas vrai. On a montré dans les études que quand les gens ne mangeaient pas, ils avaient quand même cette pression du sommeil. Ce qu'il se passe, c'est que dans le cycle d'éveil naturel, 6 heures après le réveil, il y a une baisse de la forme et de l'humeur qui est normale et qui correspond à une première pression de sommeil. Donc, si vous êtes réveillé à 6 heures du matin, ce cycle-là, il intervient vers midi à peu près. Et si vous êtes réveillé à 7 heures du matin, comme la majorité des gens, ce truc-là, il intervient vers 13 heures. Et sauf que 13 heures, pour la majorité des gens, ça correspond au moment du post-prandial parce qu'on a mangé vers midi, midi et demi, et à 13 heures, on a ce sommeil-là. Mais si vous ne mangez pas, vous allez l'avoir quand même. Et c'est là le bon moment pour faire sa sieste de 20 minutes. Alors, on continue là dans les questions-réponses. Que faire, pour se rendormir en milieu de nuit? Donc on a vu Ouais, compliqué. Compliqué. Identifier pourquoi on ne se rendort pas, ça peut être une cause. Mettre en place le rituel qu'on met en place dans l'endormissement. Typiquement, si je reprends Fabienne qui écoutait ses podcasts pendant 20 minutes ou une demi-heure mmh, pour s'endormir, ben, si elle se réveille au milieu de nuit, peut-être que si elle remet son podcast, ça va la préconditionner à se réendormir. Le corps est très pavlovien, il adore les rituels. Hein. Donc, le rituel que vous mettez en place pour vous endormir le soir, ben, vous pouvez le réattribuer si vous vous endormez au milieu de nuit. Ben, c'est sûr que si on s'endort d'épuisement et qu'on n'a pas vraiment de rituel, en fait, on ne peut pas le mettre en place. Donc, ça peut être une mmh. idée. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est vraiment d'identifier pourquoi on ne s'endort pas. Faire de la cohérence cardiaque, maîtriser sa respiration, ça peut être une bonne chose? Ça peut être une très bonne idée. Les bruits peuvent être une très bonne idée. La cohérence cardiaque, la méditation, l'auto-hypnose peut être une très bonne idée. Moi, je conseille parfois à mes patients qui sont stressés par les tâches à accomplir d'avoir un carnet sur le bord de leur lit et en fait de noter dans le carnet les tâches qu'ils ont à accomplir. Par exemple, je pense que demain j'ai une réunion. Il faut absolument que je pense qu'avant la réunion, il faut que je remplisse ce dossier à envoyer pour le Zoom de ma réunion. Ça, c'est un truc qui peut vous empêcher de dormir, de vous dire, pétard, si demain j'oublie, je suis foutu. Et ben, typiquement, vous avez votre carnet sur le bord de la table et vous écrivez, pensez à remplir le dossier avant le Zoom. Hop, vous fermez le carnet et vous vous dites, je peux arrêter d'y penser parce qu'en fait, il est noté là. Donc, je ne vais pas l'oublier puisqu'il est noté. Mmh. Ça, c'est une technique qui marche bien sur pas mal de mes patients angoissés. Ça fait partie des petits rituels qu'on peut mettre en œuvre pour bien dormir et pour se rendormir. Donc Exactement. l'importance des rituels est essentielle dans le sommeil, hein. Vous le dites souvent, là. Vous l'avez dit plusieurs fois, le cerveau est pavlovien, il a besoin de reconnaître, un signal pour, heu, pour Oui. s'endormir. J'ai une question Alors, intéressante. Voilà. Que pensez-vous de allez-y. l'efficacité de la ceinture avec une balle de tennis pour éviter de dormir sur le dos? Alors, c'est un truc passionnant, cette question-là. Moi, j'adore cette question parce qu'effectivement, c'est un truc qu'on m'a enseigné quand j'ai fait ma formation sur le sommeil. Alors, pourquoi? D'où ça vient? En fait, euh, très souvent, les personnes qui font de l'apnée du sommeil font de l'apnée à cause de la langue. Parce que la langue est un muscle et se relâche quand on dort. Et donc, quand vous dormez sur le dos, si la langue se relâche, elle peut avoir tendance à basculer en arrière et à obstruer les voies respiratoires, et donc, par la même, à du coup générer de l'apnée. Et ça, on l'identifie quand on enregistre les gens. Ils font de l'apnée quand ils sont sur le dos, et s'ils sont sur le côté, la langue tombe sur le côté, et ils font pas d'apnée, parce qu'en fait, l'air passe. Et donc, il y a des techniques qui ont consisté à coller des balles de tennis dans le dos pour rendre inconfortable le fait de dormir sur le dos, pour que dans le sommeil, de manière inconfortable, naturellement, le corps se tourne et ne reste pas sur le dos et du coup, ben, en fait, ne ronfle plus. Alors, c'est fait, ça a été testé, prouvé, ça a été efficace chez certaines personnes. Moi, je trouve ça un peu barbare et un peu bizarre de s'endormir avec sa balle de tennis collée dans le dos. Mais sincèrement, je préfère faire ça si la personne dort et n'a pas d'apnée, plutôt qu'avoir une personne qui dort, qui ronfle et qui fait de l'apnée en permanence.
Donc c'est assez marrant et intéressant, mais du coup la question est intéressante. Eh ben, on peut prendre la suivante, celle de Denise. C'est quelles sont les durées des 3 cycles de sommeil, à peu Eh près? bien, ça dépend. Ça dépend de quel moment on est dans la nuit. Le cycle complet, avec les trois enchaînés, c'est 1h20 à peu près. Mais sauf qu'au début, vous allez avoir par exemple 30 à 35 minutes de sommeil profond et 10-15 minutes de sommeil paradoxal. Et à la fin, vous pouvez avoir l'inverse, avec 10-15 minutes de sommeil profond et 30 à 40 minutes de sommeil paradoxal. Donc en fait, c'est variable. Et un truc qui est très intéressant à savoir par rapport à ça également, c'est que si vous décalez votre heure de sommeil, les cycles ne vous suivent pas. C'est-à-dire, si j'ai l'habitude de m'endormir à 10 heures et que j'ai mon sommeil profond en début de nuit de 10 heures à minuit et plutôt du sommeil paradoxal en fin de nuit, le jour où je vais m'endormir à minuit, je vais pas avoir mon sommeil profond. Il va pas se décaler parce que mon sommeil profond, il est calé à 10 heures. Et donc, si je dors pas à l'heure où il est censé dormir, eh ben, je le loupe et je le perds. Et donc, je vais commencer à m'endormir vers minuit et je vais commencer à m'endormir dans une phase où je vais avoir plutôt du sommeil paradoxal parce que j'ai loupé ma phase de sommeil profond de début. Et c'est pour ça que parfois on dit le sommeil de début de nuit compte double. C'est faux, il compte pas double. Mais si on se décale comme ça, ben en fait, on perd des heures, on perd la qualité du sommeil. Donc on garde un sommeil, par exemple, qui peut être aussi long, mais on a plus de sommeil paradoxal en fin de nuit, on a perdu la qualité du sommeil de début de nuit. Oui, on dit aussi parfois que dormir après minuit, c'est, le sommeil de moins bonne qualité. Oui, en fait, il n'est pas de moins bonne qualité. C'est juste qu'il a la qualité qu'il a besoin à minuit, mais que la qualité dont on avait besoin avant, on l'a pas eu. Mmh. Alors peut-être, ben, le webinaire va bientôt s'achever, dans 4 minutes. Alors C'est un peu peut-être, court, je il y suis avait une désolé pour la frustration de certains, mais c'est vrai non, qu'on a il y tellement de avait une choses à dire. question qui est intéressante, c'était à quelle température la chambre? Oui, alors en moyenne, on dit 19 degrés. Après, il y a les frileux qui vont trembler quand je dis ça, parce que je sais qu'il y a des frileux qui ont besoin de dormir. En réalité, la température ressentie, elle est toujours différente d'une personne à l'autre, et le confort thermique, il est différent d'une personne à l'autre. Donc, l'idéal, c'est de mettre la chambre à une température qui est son propre confort thermique. Si vous avez froid, montez la température ou couvrez-vous un peu plus. Si vous avez chaud, baissez la température ou découvrez-vous un peu. Il faut que vous soyez confortable. Mais voilà, on parle en moyenne de 19 degrés. Alors, je vais prendre 2 dernières questions qui, je pense, que nous concernent tous. Oui. Ça revient, est-ce qu'il est préférable de dormir sur le côté, sur le dos, sur le ventre? Est-ce qu'il y a une position idéale pour le sommeil? Alors, il n'y a pas de position idéale et de toute manière, vous n'avez pas la main là-dessus parce que vous décidez pas dans quelle position vous dormez. Vous décidez dans quelle position vous vous endormez, mais vous bougez dans la nuit naturellement. Le corps a besoin de bouger tout le temps, même la nuit. Vous n'allez jamais être fixé dans la même position toute la nuit, c'est impossible. Et pour analyser des centaines de polysomnographies, tous les gens bougent. Alors parfois, vous vous réveillez dans la position où vous êtes endormi, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bougé. Donc, il faut laisser D'accord. faire son corps. C'est perturbant de dormir sur le dos quand on ronfle et quand on fait de l'apnée, comme on l'a dit. Donc, c'est là où on essaye de forcer le corps à dormir sur une position à droite ou à gauche. Mais globalement, quand on dort et qu'on est inconscient, le corps bouge naturellement, il vaut mieux le laisser faire. Il y a des petits bougeurs et des grands bougeurs? Oui, oui. Il y a des pathologies aussi où vous avez les jambes qui bougent de manière systématique, le syndrome des Mmh, jambes sans repos, les ouais. mouvements périodiques des jambes, ça doit vous faire consulter. Si vous avez le conjoint qui fait des mouvements caractéristiques des jambes un peu répétitifs et tout le temps périodiques, il faut consulter, c'est qu'il y a une pathologie. Et il y avait une autre question, c'est, que là, ça sera la dernière, autour Oui. du petit vélo, le petit Oui. vélo qui nous empêche de dormir. Là, on a Est-ce qu'il y a déjà une un peu technique pour le répondu, noter? Ben ça ouais. peut être un Si peu vous de en avez méditation, de cohérence cardiaque. Je pense que la bonne réponse à ça, elle est propre à chacun. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de recette miracle. Mmh. On a pu proposer des outils. Le podcast est un outil. Le fait d'écrire sur un carnet, ça peut être un outil. La cohérence cardiaque, la méditation. En fait, il faut trouver son propre outil. Et c'est là où j'en reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur le cycle et sur le conditionnement et sur les rituels. À partir du moment où vous mettez en place un rituel qui vous emmène vers le sommeil, vous allez avoir un moment où de débuter le rituel vous donne déjà envie de dormir. Et vous savez que vous allez pouvoir vous plonger dans le truc parce que vous avez votre rituel qui Mmh. est en place. Mais ça, il n'y a pas de recette miracle, c'est propre à chacun. Donc à explorer, hein, le petit Oui, exercice pour bien dormir. Ben, docteur Flo, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir bien éclairés. Je pense qu'on en ben, sait merci beaucoup pour plus sur le l'invitation. sommeil, après cette heure de webinaire. Je voulais juste rappeler que vous retrouvez, docteur Flo d'un Autre Temps Santé et Bien-être où chaque trimestre, il écrit une chronique sur sa vie de médecin. Heu, c'est toujours, très sensible, très fin et vous connaîtrez mieux votre médecin à travers les chroniques du docteur Flo. Donc voilà, donc ça, c'est notre trimestriel qui est en kiosque en ce moment et vous pouvez aussi trouver notre hors-série sur le thermalisme
et les thalassos, c'est le moment de choisir sa cure thermale. Souvent, les stations thermales ferment l'hiver et reprennent en mars. Il faut toujours un petit peu un délai d'attente et pour enregistrer les dossiers. Donc, si vous voulez faire une cure, rapprochez-vous de votre médecin et lisez notre hors-série. Vous aurez plein d'infos pour vous préparer à votre cure thermale. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve au printemps avec une autre thématique. On sera là avec le docteur Flo pour vous donner d'autres conseils. Eh bien, merci, et comme dit Fabienne, bonne nuit. Bonne nuit, voilà. Bonne nuit Bon à appétit tous. aussi et dormez bien, effectivement. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci.